Parcourir la Durance, c'est faire un voyage à travers l'histoire géologique des Alpes, puisqu'on va trouver une grande variété de terrains, de roches, de paysages que traverse cette rivière, et plus encore si on élargit à son bassin versant, donc à ses nombreux affluents. Il faut se rappeler que la Durance prend sa source près du col de Montgenèvre, sous le Chenaillet, et en fait au milieu de l'océan alpin, sur le plancher océanique, qui était le fond de la mer, il y a à peu près 150 millions d'années, à l'époque où les Alpes n'existaient pas, et où on avait un océan qui allait du Massif central jusqu'à l'Afrique. Et puis après ça, notre rivière va descendre vers le sud et elle va recouper les différentes zones alpines. On va avoir ce que les géologues appellent un des massifs cristallins externes avec le Pelvoux, qui est un de ces affluents qui soutient très bien le débit de la Durance avec la fonte du glacier blanc et du glacier noir actuellement. Et puis on va traverser une zone avec des flyschs très épais du côté de Guillestre, du côté d'Embrun. On va recevoir le Guil qui traverse des zones briançonnaises. Donc tout ça, c'est des mots qui ne parlent pas nécessairement au grand public, mais qui sont terriblement évocateurs pour les géologues. Et donc on voit qu'on fait toutes les zones des Alpes, avec des hauts, avec des bas, avec des zones élargies, des zones resserrées, en fonction toujours de la géologie. C'est le substrat géologique qui va donner la morphologie du lit de la rivière, où elle s'ouvre très largement dans des zones où les roches sont assez tendres et sensibles à l'érosion, ou bien elle va se resserrer terriblement lorsque on a des verrous rocheux durs, à la roche de Rame par exemple, ou à Sisteron avec la clue de la Baume, ou encore finalement au pont de Mirabeau, qui est la dernière barrière que la rivière aura eu à franchir dans son parcours de torrent alpin. Parce que moi j'aime souvent dire que la Durance c'est un fleuve, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça elle arrivait jusqu'à la mer et c'est assez récent qu'elle est devenue une rivière. De sa source quasiment jusqu'à sa confluence avec le Rhône, tout son bassin versant est un bassin montagneux. Le bassin de la Durance, c'est une famille de plein de cours d'eau différents. Alors on a des cours d'eau qui partent des Alpes, donc c'est les torrents qui vont apporter des matériaux très anguleux, qui ont un fonctionnement vraiment de torrent avec de la neige, de la fonte nivale. Et puis progressivement, quand on descend le long de la Durance, on va retrouver des affluents qui sont un peu plus calmes. Alors en fait, il n'y a pas beaucoup d'affluents calmes sur la Durance, parce qu'on a plutôt des régimes qui sont impétueux, mais on va avoir progressivement des torrents qui vont se transformer en rivières de montagne et puis petit à petit qui vont se transformer en rivières de plaine. Si je prends par exemple une illustration de tout ça, on va avoir les rivières comme la Clarée, qui sont vraiment typiquement les torrents de montagne. On va avoir l'Ubaye qui se jette actuellement dans le lac de Serponçon. Après on va arriver en moyenne Durance et là on trouve des affluents de la Durance alors qui apportent beaucoup d'eau mais qui ont un fonctionnement déjà moins torrentiel. Alors, on va retrouver par exemple le Buèche, la Bléone, l'As, qui apportent de l'eau, des matériaux, mais on n'est plus dans le torrent de montagne. Et puis après, on arrive dans la basse Durance, et là, on a les affluents qui sont plus des rivières de plaine. C'est par exemple le Coulon, Calavon, qui arrive dans la Durance entre Cavaillon et Avignon, et qui a un fonctionnement d'une rivière avec beaucoup moins de transport de gros matériaux. On est dans une rivière qui est un peu sage. Alors je dis un peu parce qu'elle a connu des moments de grandes crues, mais voilà, ça montre que la Durance en fait, on devrait parler des Durances, des rivières, c'est plein de rivières différentes et c'est d'ailleurs ce qui fait sa richesse. Le Guil est une rivière de montagne qui est importante pour la Haute-Durance puisque cette rivière contribue à 1/3 du débit de la Haute-Durance qui ensuite se déverse dans le barrage de Serponçon. La caractéristique de cette rivière, donc déjà on a un bassin versant important de 730 km² qui se situe en montagne à des hautes altitudes. On est sur un régime nival, c'est-à-dire des basses eaux en février et ensuite on a les plus hautes eaux plutôt au mois de mai-juin. Une autre caractéristique du bassin versant, c'est d'avoir des pentes abruptes
et beaucoup de charriage, c'est-à-dire que les torrents érodent les versants et charrient des matériaux, donc ce sont soit des blocs ou des galets de différentes tailles. Ces matériaux, on les retrouve ensuite dans le Guil, qui après se retrouve dans la Durance, après une crue importante. Là où tu bailles, où les affluents, on va avoir des torrents à plus forte pente avec des zones pavées intercoupées de plus petites zones alluviales. Et un bassin central où on a une rivière avec une zone alluviale beaucoup plus large, typologie en tresse. On a également la partie aval où on retrouve les gorges du Lauzet là, qui font la transition avec la retenue de Serponçon. C'est un peu compliqué aujourd'hui d'imaginer que la Durance était un gigantesque glacier depuis sa source jusqu'à Sisteron. Donc c'est une immense langue glaciaire qui descendait très très bas, qui était bordée par une espèce de toundra, balayée par les vents. Enfin bref, quelque chose de tout à fait polaire quoi, à cet endroit-là. Comme énormément d'eau était immobilisée sur les continents sous forme de glace, le niveau moyen des océans et de toutes les mers était une centaine de mètres plus bas, ce qui fait que le niveau de base de la Durance et du Rhône se trouvait reculé d'autant en Méditerranée. Et donc il a creusé, mécaniquement creusé son lit dans ses propres alluvions, dans son substratum. La ville d'Embrun est construite sur les alluvions anciennes et consolidée de la Durance, et de même pour la célèbre citadelle de Mont-Dauphin. Et ça nous permet aussi de prendre conscience que la morphologie du bassin de la Durance, c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans le temps, et plus encore si on le regarde à l'échelle des millions d'années. Quand vous traverserez la plaine de l'Accro, cette grande étendue, il faut imaginer que c'était une sorte de Camargue jusqu'il y a à peu près 15 000 ans, et que la Durance se jetait directement dans la Méditerranée. Dans l'Antiquité, généralement, les cours d'eau sont beaucoup plus calmes et se retirent dans leur lit originel, sauf peut-être éventuellement pour la Durance, qui, selon plusieurs auteurs de l'Antiquité, était un cours d'eau capricieux, tressé et impossible à traverser. L'occupation de la vallée de la Durance varie à travers les périodes. Pendant l'ère gauloise, les tribus construisent leurs agglomérations sur des sites perchés. Règnent à cette époque des rivalités entre tribus qui nécessitent de se protéger derrière des remparts. Avec l'arrivée des Romains est instaurée la Pax Romana, donc tout le territoire de Gaule est pacifié. Cette période bénéficie d'une période climatique beaucoup plus favorable, plus chaude, avec des cours d'eau qui se stabilisent et qui ont un débit moins important. Cette période propice pousse les populations à s'installer dans les plaines, et alors qu'à la fin de cette période, donc dès le 5e, 6e siècle, dès cette période-là, on va voir les populations se percher à nouveau sur les hauteurs proches des vallées tout de même. Et à travers les périodes, pendant l'époque moderne et antérieurement pendant le Moyen-Âge, reprise de l'agriculture, puis abandon, puis reprise, puis abandon, à cause toujours rythmée par les cours d'eau et leur reprise. Jusqu'au XVIIIe siècle, la Durance était un des 3 fléaux de la Provence. C'était pas une rivière sympathique pour les hommes qui vivaient là. C'était quelque chose les crues de la Durance étaient redoutables et emportaient tout sur leur passage. Donc quand on juge sévèrement les aménagements d'aujourd'hui, il faut se rappeler le combat de nos anciens pendant des siècles pour vivre au bord de la Durance, et c'était pas si facile que ça. Songez que jusqu'au XVIIIe siècle, et dans l'Antiquité en particulier, il y a un seul pont sur la Durance. De sa source jusqu'à sa confluence avec le Rhône, il y a un seul pont, c'est celui de Sisteron à la Baume. Et c'est les Romains qui l'ont construit. Tout le reste, pour traverser la Durance, il fallait des bacs ou des gués, et ce n'était pas toujours franchissable. Les crues étaient assez violentes. Moi j'ai vécu, on voit d'abord le bas des arches là. L'eau arrive à hauteur du haut des contreforts. Ça j'ai vécu ça 2 fois.
2 fois en 20 ans. C'est de plus en plus rare les inondations, hein. C'est beaucoup plus régulier, mais c'est assez impressionnant parce que le lit majeur de là, ça fait quand même par endroit 2 km, hein, alors qu'actuellement, à 150 mètres, c'est fait à quelques veines d'eau. On n'imagine pas qu'en l'espace d'une heure, 1 heure et demie, de zéro, de rien, ça monte à 2 mètres de hauteur, très rapidement, avec beaucoup de boue, beaucoup de bois, beaucoup de choses qui sont emportées. C'est assez impressionnant. Et ça descend aussi vite que c'est monté. Le Calavon-Coulon, devant lequel on est, voilà. On parlait du trop peu d'eau lié à cette rivière méditerranéenne. C'est souvent ce qui la caractérise. Mais on est aussi sur des bassins torrentiels. Et ici en Méditerranée, quand les pluies tombent, elles tombent fortement et sur des courts temps. Et comme on est sur des bassins quand même assez urbanisés, on a des phénomènes d'imperméabilisation et donc ça fonctionne un peu en entonnoir. Donc on a une montée des eaux d'autant plus rapide et donc on se retrouve avec des crues, des inondations qui peuvent être catastrophiques. La forme morphologique de la Durance, en particulier sur la moyenne et la basse Durance, c'est ce qu'on appelle une morphologie en tresse. Alors pourquoi en tresse? Parce que ça crée plein de bras qui font penser à des tresses qui s'entremêlent. Et ces rivières en tresse, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles apportent une diversité incroyable de milieux. On a des îles qui sont régulièrement détruites, d'autres pas, des arbres qui sont hauts, vieux, à côté des milieux pionniers. Et donc on a toute une diversité de milieux qui crée la richesse de ces rivières. Et ces tresses, en fait, elles viennent de la conjonction de 3 phénomènes. La première, c'est la pente. Pour qu'il y ait une rivière en tresse, il faut de la pente. L'autre élément, c'est qu'il faut avoir des graviers. Or, quand vous faites des barrages, les graviers viennent se bloquer dans les barrages. Le troisième élément, il faut du débit. C'est le fameux carburant. Si on n'a pas suffisamment de débit, on ne fait pas bouger les graviers. À la création du syndicat, un des gros problèmes qui se posaient aux communes riveraines, c'était les extractions de matériaux qui étaient absolument sans aucun contrôle, on peut dire, hein, et qui ont alimenté les grands chantiers de l'époque. On était en pleine Trente Glorieuses et donc les grands aménagements du secteur se sont alimentés à partir de la Durance. On peut dire qu'en 30 ou 40 ans, on a consommé 200 ans, en gros, 200 ans de transport solide de la Durance à l'état naturel. Parce que c'est sûr que la Durance aménagée, le transport il est beaucoup plus lent, hein. Il y a le stockage dans les barrages, avant que ça se rétablisse en aval, il faut quand même beaucoup de temps, quoi. Ces barrages, ils ont été conçus pour répondre à différentes problématiques qu'on retrouvait tout aussi bien sur la Durance, pour savoir mieux gérer l'eau, notamment dans les périodes de sécheresse ou dans les périodes de crues intenses qui provoquaient des inondations dévastatrices. Et donc, dès le 19e siècle, on a songé à mettre en place des barrages pour pouvoir canaliser l'eau, la stocker, la mettre à disposition des différents usages. Et puis, concomitamment, il y a eu l'électrification du pays qui a commencé à se faire. Eh bien, l'hydroélectricité s'est installée dans la Durance et dans le Verdon. Les aménagements de la Durance et du Verdon, quand ils fonctionnent tous ensemble, en moins de 12 minutes, ils peuvent mettre l'équivalent de la puissance de 2 centrales nucléaires, 2000 MW à peu près. Ce barrage de Serponçon, de même pour les barrages du Verdon, ils ont la capacité d'encaisser quasiment toutes les crues de fonte nivale. Ça veut dire qu'une grande partie des crues que l'on avait régulièrement en Durance, les gens appelaient ça les durancées. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, il y avait des hautes eaux qui étaient liées à cette fonte des neiges. C'était des crues qui n'étaient pas forcément très fortes, mais c'était des crues qui étaient fréquentes. Et donc c'était ces crues-là qui étaient très importantes pour la confection du lit, comme on le voit ici, et qui, année après année, refaçonnaient le lit, faisaient que le lit passait à gauche, à droite, au milieu. Il y avait plusieurs bras, 1 bras, 3 bras. La Durance, elle était tout le temps différente. Ces crues-là ayant disparu, parce que encaissées dans les différents barrages, on a retrouvé en Durance plus que les crues d'automne. Et donc on a une rivière, on est ici par exemple en basse Durance, ici on avait une rivière qui faisait 1 km de large, c'était la largeur naturelle. Avant les grandes crues de 90, on n'avait plus que 200 mètres pour écouler les crues. Ça veut dire que la rivière avait perdu 80% de sa largeur. Et ça c'est un effet direct des aménagements hydroélectriques.
Un des impacts négatifs de cette politique, ça a été de stopper complètement certains poissons comme la loze du Rhône ou de manière importante aussi les anguilles. Hein, parce que la Durance est une rivière très riche en anguilles. Alors, ces seuils, plus quand même les ouvrages d'EDF aussi, puisqu'on a un barrage à Bompas, on a un barrage à Malemort, on en a un à Cadarache, et tout ça c'est autant d'obstacles pour la circulation du poisson. Alors EDF fait des choses aussi sur ces ouvrages hein, pour les rendre franchissables. Au XIXe siècle, on retrouve des documents très intéressants et très importants où les ingénieurs de l'époque, les ingénieurs des ponts et chaussées, hein, avaient réalisé des schémas globaux, alors avec quand même toujours des objectifs de conquête de terre, hein, de colmatage de terre, mais il y avait quand même le mérite d'une approche globale. L'endiguement, en fait, c'est le fait de contraindre le lit de la rivière en construisant une digue. Ça permet de se protéger du cours d'eau et de sa torrentialité. Au XIXe siècle, il y a des problèmes en fait, de torrentialité dus au déboisement dans les Alpes, notamment dans les Alpes du Sud, hein, avec la restauration des terrains en montagne qui procède à des politiques de reboisement systématisées pour y remédier. Donc on a besoin de se protéger des crues du Verdon, de sa torrentialité, donc les digues permettent ça. Elles permettent aussi de conquérir des nouvelles terres, mais qui sont planes. Donc en montagne, c'est quand même non négligeable. Donc on va les colmater, on appelle ça le colmatage en fait, c'est-à-dire qu'on va conduire par des opérations répétées les limons dans les nouvelles terres endiguées. Ça permet ensuite de procéder à l'irrigation de ces terres, puisque dans la digue, on peut construire des petites dérivations qui vont permettre en fait d'acheminer l'eau dans ces nouvelles terres conquises. Et certains géographes parlent de colonisation intérieure en fait, au XIXe siècle, par le biais justement de ces endiguements successifs. Ça, c'est vraiment une période active de domestication des rivières alpines. Lorsque la Durance avait des crues nombreuses et fréquentes et importantes, le petit jeu entre Vaucluse et Bouches-du-Rhône consistait à se renvoyer l'eau. Donc un système d'ouvrage de protection par épi, donc perpendiculaire au sens d'écoulement de l'eau, qu'on faisait le plus agressif possible pour renvoyer l'eau chez le voisin d'en face, et donc avec des problèmes, bon, sachant que souvent la situation se retournait contre les gens qui avaient fait ces épis si longs, puisque en fait les épis se faisaient contourner par la Durance, donc et on a vécu ça encore en 1994, puisqu'on avait les vestiges largement présents de cette politique qui était complètement absurde et qui en plus était faite sans aucune vision d'ensemble. C'est ça qui est important, c'est que les gens faisaient des ouvrages dans telle commune, mais sans regarder ce qu'on avait fait en amont, les impacts que ça pourrait avoir sur l'aval et en face. C'était vraiment l'anarchie, on peut le dire là aussi. Hein. La Durance, quand elle était en colère, eh bien, à l'occasion des crues, elle ravageait tout sur son passage. Dans les années 60, le barrage de Serponçon a été créé. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, vous avez derrière moi un monument qui est très symbolique puisqu'il est à l'aplomb de l'ancien village, car pour créer Serponçon, il a fallu raser en totalité le village de Savines, qui aujourd'hui est le village de la commune de Savines-le-Lac. Et derrière moi, vous avez ce passage qui est la symbolique, car lorsqu'on rase un village, on déracine des populations. Bien conscient que ces aménagements-là, en termes d'apport énergétique dû à l'hydrolycité et de réserve d'eau potable d'une grande partie de la région provençale, fait que ces aménagements étaient bien programmés pour qu'on puisse permettre à toute une population de vivre et de survivre, quoi. Notre regret, c'est que ces aménagements de la dernière moitié du XXe siècle n'aient pas beaucoup plus pris en considération les populations vivantes sur ce territoire-là et que bien des choses ont dû être faites d'une façon beaucoup plus simple, socialement reconnue, avec plus de reconnaissance des habitants et de ces territoires. C'est une rivière qui est indispensable au fonctionnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est aussi une rivière qui a été très fortement aménagée, puisque pour délivrer toute cette eau, il a fallu mettre en place tout un tas de réseaux de canaux. En 1976, c'est le dernier grand ouvrage de l'aménagement hydroélectrique terminé sur la Durance, à Sisteron. Et je découvre une rivière qui avait été fortement sollicitée par l'homme
à travers l'aménagement hydroélectrique, à travers les canaux qui remontent pour certains au Moyen-Âge, mais la plus grande partie ont été réalisés au XIXe siècle pour alimenter les villes comme Marseille et aussi l'agriculture. Et c'est une rivière dont on était en train je peux dire, de nier l'existence, à savoir une sorte de couloir technique dans lequel on faisait passer les voies de communication, parce que c'était là que ça gênait le moins, où on faisait passer les lignes électriques aussi, lignes à haute tension et autres. Cette rivière a permis le développement de canaux d'irrigation. Nous sommes ici sur un territoire qui compte d'ailleurs un canal qui date du XIIe siècle. Donc nous avons ces grandes associations syndicales autorisées qui ont fait aussi la richesse agricole de notre région, puisque grâce à la Durance, nous comptons 80 000 hectares de surface agricole irriguée. Le rôle du système durancien, il est colossal, puisqu'aujourd'hui, on le mesure d'un point de vue économique, c'est 100 milliards de valeur ajoutée dans l'économie régionale, c'est 1 million d'emplois que l'on va retrouver à travers le tourisme, l'agriculture, l'économie, les canaux usiniers. Voilà, c'est une véritable richesse. Sans la Durance, sans les aménagements de la Durance, nous n'aurions pas pu développer le territoire régional comme il l'est aujourd'hui. C'est un véritable outil d'aménagement du territoire et c'est pour cela que c'est un outil précieux, fragile, sur lequel nous devons veiller. On a l'épine dorsale du département qui est la Durance, qui est maintenant complètement artificialisée. Et le Verdon qui l'est aussi des Castillon-Chaudanne. Ce qui forcément fait perdre à la fois de la diversité, à la fois des types d'habitats et fait perdre aussi bien de la diversité terrestre qu'aquatique, puisque pas mal d'espèces terrestres sont aussi inféodées à ces milieux particuliers liés aux tresses de pas mal de cours d'eau. Il y a quand même certaines actions qui essayent de limiter tout ça, mais malgré tout, le mal est fait depuis maintenant plusieurs décennies. Donc cette rivière aujourd'hui, elle a un fonctionnement très modifié. Elle a connu beaucoup d'altérations, on parle d'altérations morphologiques, sa forme a changé, on a beaucoup moins de matériaux qui transitent, son lit a été fortement réduit. Et donc aujourd'hui, on essaye de travailler avec les collectivités, le SMAVD, le syndicat en priorité, pour améliorer et retrouver un fonctionnement le plus naturel possible, qui ne sera jamais complètement naturel évidemment, puisque l'aménagement Durance-Verdon restera encore de nombreuses années bien entendu. La force aujourd'hui de ce territoire, grâce à la Durance et aux aménagements qui ont été faits sur le Verdon et sur la Durance, notamment avec Serponçon, fait que nous disposons, dans une période compliquée avec le réchauffement climatique, de ressources en eau sécurisées. Ce n'est pas pour autant que nous devons la consommer sans modération, bien au contraire, tout l'enjeu est de parvenir à une gestion économe, économiser la ressource pour mieux la partager et répondre aux grands enjeux humains, alimentaires, agricoles et économiques. L'Agence de l'eau, c'est un établissement public de l'État dont l'objectif, c'est le bon état des eaux. Donc le bon état des eaux, ça veut dire avoir des cours d'eau, des rivières, des zones humides qui ne sont pas polluées. Il y a des objectifs de lutte contre les pollutions, qui ont suffisamment d'eau pour bien fonctionner et qui ont donc des organismes poissons, algues, etc. en bon état. Et pour faire ça, on finance des collectivités, des industriels, des agriculteurs pour qu'ils évitent de polluer l'eau, qu'ils prélèvent moins d'eau ou pour qu'ils fassent des aménagements qui vont restaurer le bon fonctionnement des rivières. Là, un peu plus bas, on pourra voir, il y a des travaux qui ont été réalisés par le syndicat de rivière, justement, de réélargissement du lit, parce qu'on est sur la partie, on va dire, aval, en dessous d'Apt, à l'issue de gorge, où on a un goulot naturel de resserrement, et donc là, au niveau de ce pont Julien, quand ça sort, ça se disperse. Donc historiquement, c'est là où on avait la divagation de rivière la plus importante. Il faut imaginer que cette rivière avait un semi-fonctionnement en tresse là-dessus. Et par extraction de matériaux, par canalisation, elle s'est progressivement enfoncée. Et du coup, aujourd'hui, on arrive sur le substrat rocheux, alors que si on compare avec des photos du début du XXe siècle, ici, on était 2 mètres plus haut.
avec un fond très sableux, donc une autre configuration, un autre fonctionnement hydromorphologique du bassin. Et donc aujourd'hui, il faut essayer d'éviter la poursuite de l'enfoncement et puis d'essayer de reconquérir et de remettre un peu plus de fonctionnement naturel à la rivière. L'incision, en fait, donc, elle va provoquer cette perte d'habitat, mais aussi elle va emporter la nappe avec elle, puisque la nappe d'accompagnement, elle est soutenue par la ligne d'eau de la rivière. Donc imaginez que si la rivière s'enfonce, le fil d'eau de la nappe va s'enfoncer avec. Et la ripisylve, eh ben, elle sera moins connectée à cette nappe. Et les arbres vont dépérir, etc., vont se transformer un petit peu vers des forêts un peu plus sèches, un peu moins typiques de ce qu'on devrait trouver naturellement dans la Durance. Il y a aussi une politique de favoriser la divagation de la Durance dans des endroits où elle a été fortement trop resserrée, où le syndicat a déployé une politique d'acquisition foncière de terres riveraines pour favoriser leur érosion, qui se traduit par du fait que la Durance, en érodant ses berges, elle remet des graviers dans son lit. Un des projets que l'on mène pour essayer de retrouver plus de fonctionnalité, c'est un projet de recharge sédimentaire. Pour que la Durance fonctionne, il faut effectivement de l'eau, mais il faut aussi beaucoup de gravier. Donc on a déjà pas mal œuvré à ça, hein, avec EDF, sur la mise en transparence des barrages pour que les graviers arrivent de l'amont. Mais ça va prendre des décennies, voire peut-être des siècles. Hein. On estime que les galets, ça fait à peu près 1 km par an. Donc vous voyez, ça va être très très long. En attendant que le grand flux arrive de l'amont, pour remettre des matériaux dans la rivière, en 1994, tout ça a été colmaté, boisé, le lit était... ça n'avait rien d'une rivière en tresse. Le projet de recharge sédimentaire, il aura aussi pour fonction de rehausser la ligne d'eau à l'étiage. Donc c'est forcément, si on met des graviers dans la rivière, la ligne d'eau va augmenter et donc ça va inonder un peu mieux les ripisylves qui seront sur le côté. Et donc les arbres auront un peu plus les pieds dans l'eau, si je puis dire, et ils s'en trouveront que mieux portants. Là aujourd'hui, elle a repris quand même cette allure, tu vois, de lit où on voit que ça bouge. Donc là, on n'a que de la végétation pionnière, on n'a pas des pins par exemple comme dans certains secteurs de la ripisylve. La ripisylve, c'est la forêt qui borde les cours d'eau. C'est un habitat naturel qui est très important pour les milieux aquatiques. Elle va avoir de nombreux rôles. Elle va avoir un premier rôle qui est de fournir de la matière organique, c'est-à-dire des feuilles, des branches, des troncs, du bois mort, qui va servir de nourriture aux larves d'insectes aquatiques. Donc on peut citer les gamarres, les éphémères, les trichoptères, toutes ces petites bêtes qu'on peut apercevoir quand on va dans la rivière et quand on soulève les cailloux, voilà, on va les trouver cachés en dessous. Le second rôle de la ripisylve, ça va être aussi de faire de l'ombrage, et notamment sur des rivières comme le Buèche, où l'été il peut faire très chaud. L'ombrage de cette forêt sur les galets va permettre de garder une fraîcheur, une température de l'eau qui va être relativement limitée. Ce sont des forêts qui sont souvent peu exploitées, donc on a encore beaucoup d'arbres morts sur pied. Les insectes qui vont se nourrir de bois mort vont s'y installer. Ensuite vont arriver les oiseaux qui se nourrissent de ces insectes-là. Donc par exemple les pics, donc on peut citer le pic vert, le pic noir, qui vont creuser ce qu'on appelle des loges, donc des trous dans les arbres pour pouvoir atteindre les insectes et aussi pouvoir après s'y abriter dans ces trous. Une fois que les arbres sont délaissés par les pics parce qu'ils vont avoir besoin d'aller se nourrir ailleurs, ces trous dans les arbres ils vont servir aussi à d'autres animaux. Donc ça peut être des chouettes, mais ça peut aussi être des chauves-souris. Et elles vont aussi pouvoir l'utiliser comme corridor pour se déplacer. Certaines chauves-souris sont incapables de traverser des espaces vides de plus de 5 mètres. Donc la ripisylve, ça leur fournit un corridor, un couloir où elles vont pouvoir se déplacer, avoir des repères. Et elles vont pouvoir aller chasser au-dessus de la rivière aussi, puisque la rivière, c'est un grand garde-manger en fait pour les chauves-souris, puisque les larves qui sont à un stade aquatique vont devenir des adultes aériens. Et donc ces adultes qui vont voler au-dessus de la rivière, à proximité de cette forêt, vont pouvoir être consommés par les chauves-souris.
Donc la ripisylve, c'est vraiment un habitat naturel très important pour elle. Une étude, la Ripimède, qu'on avait menée avec le groupe Chiroptère de Provence, nous montrait que il fallait, pour qu'une ripisylve soit vraiment fonctionnelle, il fallait au moins 30 à 50 mètres de largeur de ripisylve. Donc ce qu'on va rechercher à faire, c'est essayer de rechercher les endroits où il y a des coupures dans la ripisylve et puis développer donc des plantations pour rétablir ces continuités et, si on le peut, rétablir aussi les ripisylves en termes d'habitat pour que les espèces associées puissent vivre. J'avais retrouvé une vieille publication d'un élu sur la Tour d'Aigle qui disait qu'il y avait tellement de cistudes dans les marais en bord de Durance, ça nourrissait les paysans pendant les périodes de disette en hiver. Bon, aujourd'hui, on a fait une étude assez poussée avec de l'ADN, en recherchant l'ADN dans l'eau, en posant des GPS sur des cistudes, et on se trouve qu'en fait, on a une seule grosse population de cistudes sur toute la Durance. Donc la cistude, c'est une espèce d'eau douce, et pas forcément typique des rivières en tresse, mais on va la retrouver plus dans des launes d'eau stagnante. On l'appelle la bourbeuse, c'est pas pour rien, c'est qu'elle aime vraiment la boue, la vase. Et donc en recréant des launes, on va réussir à retrouver la cistude en travaillant aussi avec des agriculteurs localement, puisque la cistude, elle vit dans l'eau, mais elle a besoin de zones herbeuses très sèches, très ensoleillées pour pondre. Il y a l'exemple aussi de la loutre qui, depuis 2013, est réapparue en Durance et aujourd'hui recolonise petit à petit l'amont. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir l'observer au pied de Serponçon, donc ce qui prouve quand même qu'il y a encore de l'espoir pour cette belle rivière qu'est la Durance. Tout l'enjeu, c'est d'assurer la continuité écologique tout au long de cette rivière, qui est un fort réservoir de biodiversité. Il nous appartient de travailler pour permettre la continuité au niveau des remontées de poissons, des sédiments, mais aussi de préserver les habitats naturels pour les oiseaux, les chiroptères, mais également la protection et la restauration de la ripisylve. On s'est aperçu que pour arriver à avoir une Durance qui fonctionne mieux sur tous les niveaux, il fallait faire l'union sacrée et mettre le paquet, si on me passe l'expression, pour la morphologie. Et c'est ce qui s'est fait. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est de repenser la façon dont fonctionnaient les barrages hydroélectriques. C'est-à-dire qu'avec EDF, on a discuté, on a trouvé un accord. Aujourd'hui, dès qu'on a des crues modérées, EDF ouvre en grand ces barrages et ça permet de ne plus avoir ces galets qui s'accumulent dans les retenues, mais au contraire, ces galets peuvent continuer vers l'aval. Par ailleurs, on met plus d'eau dans la rivière, donc on recrée quelque part ces petites crues qui se sont raréfiées et on retrouve plus de carburant. Et donc, qui dit plus de carburant, dit plus de galets que l'on peut mouvoir, que l'on peut mettre en mouvement. Et quand on met en mouvement des galets, on retrouve cette morphologie en tresse et c'est ce qui s'est passé depuis à peu près 20 ans. On est aussi beaucoup intervenu et on a encore beaucoup de travail à faire pour reculer des épis qui ont été faits, les épis de conquête agricole, qui avaient été prolongés de manière, on va le dire, un peu inconsidérée. C'est facile de le dire maintenant qu'on connaît tout ça, mais de manière un peu trop exagérée, disons, à partir des années 60 pour gagner des terres agricoles sur la Durance. Donc on en a reculé énormément. Donc voilà, on a fait beaucoup d'actions qui ont permis de retrouver une partie de cette largeur et de retrouver surtout, comme je le disais, cette morphologie en tresse qui crée cette richesse écologique. On sait qu'aujourd'hui, le retour d'expérience montre que l'intervention systématique, l'endiguement, la protection, c'est des choses qui doivent se faire lorsqu'on a des secteurs urbanisés et des biens et des personnes à protéger. Mais sinon, il faut laisser la place à la rivière. Elle a besoin d'un minimum de liberté, de zones tampons autour. Donc ça veut dire préserver les zones humides qui accompagnent les cours d'eau, les plaines alluviales avec les nappes qui font office d'éponge, de stockage de cette eau en excès, et puis aller sur des ambitions de restauration, de reconquête, là où on peut le faire. Donc on a une politique de gestion des zones humides par rapport à ça, de reconquête des zones d'expansion de crues aussi, et de dynamique de la rivière. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, on va dire, en résumé, des solutions fondées sur la nature. Ces zones humides, c'était des zones qui ont longtemps été mal aimées, qu'on voyait comme des zones plutôt insalubres, qui allaient amener des maladies. Aujourd'hui, on sait au contraire qu'elles rendent beaucoup de services gratuits.
Donc c'est aussi un axe très important de notre politique, puisque les zones humides, elles tamponnent l'eau. Quand on a beaucoup d'eau en crue, elles vont en stocker une partie et elles vont redonner cette eau au milieu naturel en été, quand on en a beaucoup moins. Bien sûr, elles abritent une biodiversité très riche. Donc ce sont des secteurs très précieux sur lesquels aussi on souhaite travailler avec les collectivités et les gestionnaires. On se rend compte quand on marche par exemple dans le Buëch qu'on a des zones de résurgence d'eau plus fraîche qui viennent des milieux souterrains. On peut avoir des endroits où, étonnamment, on va avoir des résurgences qui ressortent au milieu du lit et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça circule au fond de la rivière. Et cette nappe d'accompagnement du Buëch, elle est vraiment très importante puisque c'est elle qui forme les adous. Voilà, ces résurgences aussi assez constants sur les abords de la rivière. Et on ne sait pas forcément d'où ça provient et on ne sait pas vraiment comment fonctionne toute cette circulation hydraulique dans la vallée du Buëch. Adou, ça veut dire source d'eau douce à température et à débit constant. Vous avez un adou où nous on avait fait cette constatation qui se trouve sur l'As, en face des Stoublons, et qui s'appelle l'adou de Bellegarde. Et on lui avait redonné une vie d'adou. Et on avait constaté quelques années après, il y avait en population tous les poissons que l'on retrouve dans l'As. L'As était en as sec, était en mauvais état, et on y a retrouvé dans cet adou les truites, les barbeaux, les blageons, le chabot qui était rentré. Et ils rentrent là pour se protéger. Ça, c'est un point important à connaître, mais c'est aussi travailler tous ensemble. Donc, beaucoup d'acteurs ont évoqué la question de la solidarité de bassin amont-aval, aval-amont. C'est indispensable. Quand on s'est lancé dans ce projet de restauration morphologique, c'était bien quand même les deux grands objectifs qu'on avait. C'était améliorer les milieux, améliorer la biodiversité, sécuriser, dans le bon sens du terme, les biens et les personnes. Mais on s'est aperçu qu'il y a eu des effets aussi induits positifs. C'est qu'on a recréé aussi du cadre de vie. Du cadre de vie pour les gens qui habitent à proximité. Et moi je le dis souvent, quelque part c'est aussi du social qu'on fait. C'est qu'on crée du beau, on crée des milieux de qualité pour des gens qui n'ont pas la possibilité de partir très loin en vacances. Et ben on essaye de faire en sorte qu'ils aient proche de chez eux, à quelques encablures, à quelques kilomètres, la possibilité de venir, de découvrir, de voir de la nature sauvage. C'est encore très sauvage la Durance. De faire du vélo, on a créé aussi une véloroute justement pour que tout le monde puisse profiter de ce milieu-là tout en préservant les sites qu'il faut préserver, et ça permet aussi de créer une ceinture verte, de sanctuariser ce qu'il faut sanctuariser et puis d'utiliser cette magnifique rivière pour sensibiliser aussi les gens à la rivière, à la ressource en eau. Voilà un peu ce qu'on a essayé de faire et un effet, il faut le dire modestement, qu'on n'attendait pas forcément lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure. Je pense que c'est tout le travail aussi que l'on mène autour des véloroutes en bord de Durance ou d'événements en bord de Durance, c'est que bien souvent, les habitants d'un territoire qui vivent au bord d'un cours d'eau n'ont pas la conscience de ce cours d'eau. Ils sont à côté, mais ils ne vivent pas avec, il n'y a pas l'appropriation du cours d'eau dans ses multiples facettes, et à commencer par ces facettes naturelles, écologiques, qui sont un patrimoine pour nous. Il n'y a pas cette appropriation, et c'est peut-être que les habitants, les premiers concernés qui vivent en bord de Durance, et on a 305 km de rivière, je crois, puissent se réapproprier cette rivière comme leur patrimoine quotidien et naturel. C'est vraiment de faire prendre conscience aux gens des richesses dont ils peuvent profiter, que ce soit des richesses de paysages qui ont une attractivité économique, une biodiversité qui permet aussi d'avoir une meilleure résilience des habitats naturels en cas de catastrophe, de savoir faire le lien entre la biodiversité qu'on peut constater, qu'on peut observer, leur prouver que leur territoire a tout à y gagner à préserver cette biodiversité. Il faut que tout le monde travaille ensemble puisque tout le monde est interdépendant. Et donc, un des outils qu'on a apporté et que le SMAVD est en train de mettre en œuvre, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, qui va permettre de mettre autour de la table tous les usagers, les agriculteurs, les industriels, les associations de protection de l'environnement, les pêcheurs, l'État évidemment, les collectivités, pour que tous décident ensemble des enjeux en matière de quantité d'eau, de pollution, de fonctionnement de la rivière, de zones humides, de biodiversité,
et définissent ensemble les actions à mener, les règles éventuelles supplémentaires à mettre en place pour préserver l'avenir. On est sur le Verdon, hein, donc l'aménagement des lacs, la gestion des turbinés, et c'est le multi-usage de l'eau, hein, puisque je vous l'ai dit, l'hydroélectricité, stockage de l'eau pour l'eau potable, l'irrigation et l'industrie, et aussi, bien sûr, l'activité touristique et de l'homme fait que souvent on arrive à des situations très conflictuelles, hein, puisque la côte d'un lac ne fait pas les affaires en dessous du barrage ou d'un lâcher d'eau, ou des pêcheurs ou des milieux aquatiques. Donc il faut essayer d'équilibrer tout ça pour que les déséquilibres n'engendrent pas des conséquences irréversibles. À la base, quand on a créé ces barrages, ils n'ont pas été conçus pour le tourisme. Avec un nouvel enjeu aujourd'hui, hein, qui est la préservation de la biodiversité. Donc on évite qu'il y ait des débits trop variés. Enfin voilà, il y a plein d'enjeux en fait ensemble qui n'avaient forcément pas été pensés à la base de la construction du barrage. Et aujourd'hui, il faut faire avec tout ça. Et c'est le but de la concertation entre les différents acteurs. Aujourd'hui sur la vallée, on a une population de 8000 habitants dans la vallée à l'année. Par contre, on a également un certain nombre de résidences secondaires et on a des enjeux touristiques avec donc les stations de ski l'hiver, mais l'été, plus de 50 000 personnes qui viennent parcourir la vallée. On a des enjeux touristiques qui sont aussi liés à la rivière. Les sports d'eau vive avec le kayak, le raft, la nage en eau vive, on a la pêche. On a des personnes aussi qui viennent randonner, donc profiter des paysages de la vallée de l'Ubaye. Puis après, on a aussi des naturalistes qui sont intéressés pour découvrir les milieux. L'organisation des activités sur le Verdon, en fait, est un peu balbutiante. C'est-à-dire que ça fait des années que ça essaye. Là, franchement, ça commence à se préciser, à se mettre en place. Mais il faut vraiment tout prendre en compte de manière à ne pas être trop, par exemple, sévère sur un truc en disant non, là c'est fini, c'est trop dur. Il suffit juste qu'il y ait une entente, mais ce que je parlais tout à l'heure de l'équilibre, et si on met du scientifique là-dedans, ça permettra de savoir exactement ce qu'il faut faire. Et toutes les corporations devront s'adapter à ça. La pêche, comme nous, voilà. Et même l'EDF. Surtout l'EDF, parce qu'en fait le milieu naturel c'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut entendre et qu'on essaye de trouver un système de gestion pour ce milieu, de manière à ce qu'il y ait une résilience qui soit suffisante, voilà, et qu'ensuite les pratiques qui sont dessus soient adaptées. En concertation avec les acteurs et au travers du SAGE, par exemple, il y a eu un relèvement des débits réservés en rivière qui a été décidé de telle sorte à laisser plus d'eau dans la rivière. Le SAGE, il a aussi à cœur de faire en sorte que les usages coexistent et cohabitent en créant de la valeur. Chacun doit créer de la valeur. Et c'est ainsi que le Verdon et la Durance sont emblématiques de ce multi-usage. Nous, on est partisans d'avoir une belle rivière. Donc si je pense que c'est la pêche, c'est leur objectif aussi, on a quelque chose en commun, malgré tout. Voilà, nous, on n'a pas de conflit d'usage, on n'a pas de conflit de territoire, on veut bien le partager, on veut bien... Mais par contre, sur le fait environnemental, il y a une chose qu'il faudrait vraiment qu'il soit remis au centre, c'est que du côté scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tout soit basé sur des faits réels, et non plus sur de l'idéologie ou sur des conflits d'usage. Voilà. Le réchauffement climatique, ouais, ça va générer énormément de... On va un peu dans l'inconnu, là je pense qu'on ne peut pas se prononcer vraiment dessus sur comment on peut anticiper ça. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment pour anticiper ça. On l'a vu en 2017, déjà on a eu une première alerte au niveau sécheresse, on n'est pas une région dans laquelle on est habitué à manquer d'eau. Franchement, ça, ici, c'est un truc qui va nous faire vraiment bizarre. Le gros défi à relever de demain, c'est le partage et la gestion durable de la ressource en eau. Une étude a montré que d'ici 2050, on a une baisse au moins de 20% de l'hydrologie de tous les cours d'eau de la Haute-Durance. Ça me fait mal au cœur. Et puis j'ai le sentiment qu'en montagne, ça va très très vite. Et que c'est beaucoup plus visible qu'en plaine. Donc c'est vrai qu'entre la mesure qu'on a faite et la mesure que d'autres collègues ont fait il y a 3 semaines, on a perdu 70 cm de glace. Donc ça fait à peu près 3 cm à 4 cm de glace qui fondent par jour, pour l'endroit le plus bas. Et on pense aussi que le réchauffement climatique qu'on observe, qui se déroule aussi la nuit,
contribue à une fonte accélérée du glacier puisque ça fond 24 heures sur 24. Alors qu'avant, il y avait plus de jours de regel où ça ne fondait pas la nuit. Donc là, ce qu'on peut expliquer aux gens qui vivent bien à Laval, c'est que s'il y a beaucoup d'eau dans la rivière, c'est tout simplement parce que les glaciers fondent très très vite. Donc là, il y a des grandes masses d'eau qui s'en vont. Le torrent coule très fort alors que ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu. C'est vrai que s'il ne fondait pas, on aurait beaucoup moins d'eau. Le torrent coulerait nettement moins. À titre personnel, je me dis peut-être un de nos rôles, nous les montagnards, je parle de manière générale, les guides, les gardiens, les agents des parcs, c'est d'alerter les gens sur ce qui se passe. Parce qu'on parle beaucoup de la fonte de la glace sur les pôles, etc., des températures incroyables qu'il y a au pôle Nord cet été. Là. Mais nous, on le voit ici quasiment au quotidien, quoi. C'est incroyable. Voilà. Une restriction d'eau ici, personne n'est habitué. Ça pourrait nous faire très très bizarre. Aujourd'hui, on ouvre le robinet, on a de l'eau. En réalité, sur l'ensemble des affluents de la Durance, on a beaucoup de secteurs qui sont ce qu'on appelle nous en déficit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'eau pour que le milieu naturel fonctionne normalement et pour que l'homme ait de l'eau pour boire, de l'eau pour irriguer, de l'eau pour l'industrie, etc. On oublie souvent que le milieu naturel, c'est une des priorités de la loi en termes d'usage de l'eau, comme l'eau potable. L'eau potable est prioritaire comme le milieu naturel. Et donc sur ces territoires, alors on peut citer le Calavon, on peut citer l'As, le Jabron, le Buèche. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'eau pour que le milieu naturel fonctionne et que tous les usages soient satisfaits. Donc on vient, avec l'ensemble des usagers, financer des projets pour économiser cette eau. Et on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, d'indépendance alimentaire, mais au sens de souveraineté alimentaire nourricière, il faut des fruits et des légumes. Et les fruits et les légumes, ça passe forcément par une capacité à irriguer et à irriguer les cultures. La première des choses, c'est veiller à la qualité de l'eau et à sa quantité. C'est-à-dire pouvoir respecter les milieux, le besoin d'eau de nos milieux et de notre environnement, et l'utilisation quand on la prélève. Et on doit prélever juste ce dont on a besoin. Et donc, en termes d'agricole, c'est l'agriculture qui prélève le plus d'eau dans les milieux. Cet accompagnement à l'adaptation de l'agriculture passe par plusieurs leviers d'action. À la fois des outils d'expérimentation et de recherche que l'on développe pour des adaptations des pratiques culturelles, le travail du sol, des adaptations variétales, des variétés plus résistantes au stress hydrique, des variétés qui vont résister à des ravageurs ou des risques sanitaires qu'on ne connaissait pas il y a quelques années en arrière et qui sont bien liés au changement climatique. Et enfin, des techniques d'irrigation de plus en plus innovantes qui nous permettent de piloter véritablement l'irrigation des maraîchages ou des vergers. D'abord, il faut adapter les types de cultures qu'on va faire et adapter nos modes d'irrigation pour qu'elles soient juste nécessaires à la culture. Parce qu'il y a maintenir l'irrigation, mais il y a aussi l'étendre parce qu'il y a des cultures qui hier n'avaient pas besoin d'eau, qui aujourd'hui en ont besoin. Et c'est bien grâce aux économies d'eau que l'on réalise. Au prélèvement, on prélève beaucoup moins qu'auparavant. On a l'exemple du canal de Carpentras qui est vraiment prégnant sur le sujet. On prélève beaucoup moins d'eau dans la Durance, mais on arrive à mieux irriguer nos cultures grâce à ces pilotages d'irrigation, grâce à la mise sous pression des réseaux et grâce à cette savoir-faire humain qui est ancestral en région sud. Il n'y a pas une solution, mais il y a une convergence de solutions à mettre en œuvre pour pouvoir continuer à cultiver une agriculture, et je le redis, nourricière, tout en étant lucide sur la gestion de notre ressource en eau. Les concertations qu'il va y avoir dans le futur vis-à-vis des changements éventuels climatiques, des présences d'eau, ça va être, il faut imaginer, plusieurs troupeaux d'animaux différents qui vont aller boire sur un point d'eau qui va se réduire. Voilà. Ça va donner à des bagarres, ça va être conflictuel. Face à des enjeux aussi de changement climatique, d'évolution du climat, parce qu'on aura encore de l'eau pour tout le monde, on met tous ces acteurs très divers de ce grand territoire ensemble. Et quand je dis acteurs divers, ce n'est pas que les territoires de montagne, de plaine, l'État, la région, les départements, voilà, tous les gens qui ont un rôle dans la gestion de l'eau. On essaye de les mettre ensemble dans un parlement qu'on appelle la commission locale de l'eau, autour d'un projet. On va essayer de faire un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ça s'appelle un SAGE, qui a pour objet en fait quelque chose de très simple. C'est comment est-ce qu'on va s'adapter au changement climatique et comment est-ce qu'on va trouver les moyens
de continuer à avoir de l'eau sans oublier ça, c'est-à-dire les milieux. Cette démarche concertée à l'intérieur même du bassin versant, mais également avec d'autres outils sages sur le Calavon-Coulon, mais également sur le Verdon, vise à mener des politiques publiques qui vont prendre la mesure de tous les enjeux, qu'ils soient économiques, humains, puisqu'on parle d'eau potable, industrielle, touristique, agricole, c'est indispensable, tout en veillant à une préservation de la biodiversité, des habitats naturels, de la ripisylve, et tout en permettant une gestion économe de la ressource. Un des enjeux importants sera aussi de travailler avec les territoires au-delà de la seule Durance, ces affluents importants que sont le Calavon et le Verdon, mais aussi les territoires qui dépendent de l'eau de la Durance. Donc les Marseillais ne savent pas forcément qu'ils boivent l'eau de la Durance. Le golfe de Saint-Tropez boit aussi aujourd'hui l'eau de la Durance. La Crau dépend très fortement de la Durance pour son agriculture, etc. Le territoire du Vaucluse aussi. Donc il y a un enjeu aussi à élargir ensuite le travail pour prendre en compte les problématiques de ces territoires et bien articuler les décisions qui seront prises pour l'avenir face aux tensions liées au changement climatique. Ce sera des situations de crise. On l'a vu en 2017, hein, c'était déjà une première situation où c'est tendu. Hein. Et c'était, à mon avis, encore léger par rapport à ce qui va nous arriver dans quelques années. Donc c'est pour ça le fait d'arriver, maintenant qu'on n'est toujours pas dans cette situation-là, hein, pour l'instant, si on arrive à trouver justement des solutions maintenant dans un climat qui est à peu près apaisé, ça évitera de s'entre-déchirer dans quelques années. Le pari que l'on a fait, c'est d'essayer, non pas de se battre, mais au contraire en essayant de manière civilisée, de manière sereine, de trouver des solutions collectives qui vont nous permettre d'arriver à s'adapter et d'avoir de l'eau pour tout le monde, au prix probablement de modification de cette utilisation de l'eau, mais en tout cas avec l'idée que chacun prenne la part de l'effort qu'il y aura à faire. On a un peu oublié l'utilisation parcimonieuse de l'eau qui doit se faire, que connaissaient plus nos anciens. L'idée, c'est pas de revenir à ça, mais d'avoir conscience de cela. Il faut qu'on économise ensemble et il faut qu'on aille sur un meilleur partage de cette ressource. Il y a déjà une rencontre d'hommes. Et ça, vous savez, quand les hommes de la montagne rencontrent leurs cousins des vallées, eh bien, par les temps qui courent, c'est très bien qu'il y ait vraiment une convivialité, mais que naît à un moment donné, naît cette vraie solidarité amont-aval, mais également aval-amont. On voit qu'en travaillant ensemble, même si les acteurs changent, il y a une confiance qui s'instaure et on reste toujours sur de l'humain. Et de l'humain, ça passe par de l'échange pour mieux se connaître, pour comprendre l'autre, et du coup, à partir de là, on peut construire ensemble. Et on est parti quand même d'un constat sur ce territoire qui était compliqué. Et aujourd'hui, avec des belles avancées, ça n'enlève pas encore des points noirs qui restent à gérer, mais on a progressé. Et il faut réussir à faire ça à l'échelle du grand bassin de la Durance, parce que c'est une rivière emblématique, avec une très forte valeur patrimoniale. Et c'est surtout un énorme support d'usage, avec une économie qui est quand même bâtie autour de ça. Et donc, ne serait-ce que sous cette vision purement usage-économie, il faut y aller. Sans parler des aspects biodiversité, cadre de vie, attrait du territoire, qui sont hyper précieux et je pense dont tout le monde a conscience et qu'il faut qu'on préserve pour les générations futures.